Bien, je vais essayer d'enregistrer rapidement cette vidéo en version française pour le deuxième jour du congrès RDW organisé par l'OIT. Alors, plusieurs thèmes que je voulais aborder aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'OIT et finalement à quoi ça sert dans la production de réglementation sur le travail, la santé au travail en particulier. Alors l'OIT a été créé, l'OIT donc c'est l'Organisation internationale du travail, ça a été créé en 1919 et l'OIT produit un certain nombre de recommandations, de standards, de conventions notamment. Et donc une des sessions qui a été organisée notamment ce matin, ce mardi matin, concernait un peu le bilan au niveau donc de ce centenaire de l'OIT. Et on s'est aperçu que le nombre de standards produits par l'OIT par année, en fait, est en train de diminuer de manière assez drastique. Et également, le nombre de pays qui ratifient les conventions et recommandations de l'OIT diminue également. Alors si on s'en sert comme marqueur de l'influence de l'OIT, bah c'est pas forcément très rassurant de voir que cette influence est plutôt en train de diminuer. Alors il a été beaucoup question quand on a parlé de l'OIT, de ce qu'on appelle le tripartisme. Alors, le tripartisme, c'est lorsque l'on établit des politiques en tenant compte de trois parties prenantes, les organisations patronales, les syndicats de salariés et les gouvernements. Alors, les gouvernements, en fait, sont censés être influencés par les cadres internationaux produits par l'OIT dès que ceux-ci les signent, les ratifient. En fait, tout ça a à voir avec ce qu'on appelle le soft power. Le soft power, c'est cette capacité en fait à influencer les États de manière diplomatique, dirons-nous. Et un des exemples qui a été donné au cours d'une des communications de cette session de ce matin, ça a été avec l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, bon, comme vous le savez, dans les années 60, l'Afrique du Sud a une politique d'apartheid qui a été interdite depuis. Dès 1964, en fait, l'OIT a produit une déclaration contre les politiques d'apartheid. Alors, c'est pas à dire que cette déclaration a directement conduit à la suppression de l'apartheid, mais la présentatrice de cette communication disait que ça a contribué à faire un peu pression sur le pouvoir en place pour retirer cette politique d'apartheid. Alors, ça a certainement fait pression peut-être à la marge, parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent dans la prise en compte, qui rentre dans la suppression de l'apartheid en Afrique du Sud, notamment le fait qu'ils n'arrivaient plus à trouver de main-d'œuvre qualifiée. Mais néanmoins, ça interroge quant à la fonction de l'OIT. Certes, c'est une espèce de grande organisation, peut-être pas spectaculairement efficace, mais d'un autre côté, si on la supprime, si elle n'existe plus, ça laisse le champ libre à tout un tas d'autres organisations, notamment l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui sont elles beaucoup plus puissantes et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la santé et la sécurité des travailleurs et les bonnes conditions de travail. Donc même si il faut être assez réaliste quant à l'efficacité de cette institution, néanmoins il faut la préserver, la renforcer pour en tout cas pas perdre du terrain davantage quant à la protection des droits des travailleurs et de leur santé et de la sécurité au travail. La deuxième chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'est la session qui a eu lieu hier après-midi sur le futur du travail et l'intelligence artificielle. Rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire qu'on est dans un éternel recommencement. Presque à chaque révolution industrielle, on retrouve des questions qui s'étaient déjà posées lors de la mise en place des métiers à tisser il y a quelques siècles de ça, métier à tisser qui avait posé la question du maintien d'emploi des couturières qui, lorsque ces métiers avaient été mis en place, les avaient sabotés au début. En fait, le professeur Di Stefano de l'Université de Louvain disait que l'essentiel des discours sur le futur de travail sont abordés sous l'angle quantitatif, c'est-à-dire ça va diminuer le nombre d'emplois, et assez rarement ou pas assez souvent sous l'angle qualitatif, de quel contenu de ce travail qui va être en fait redéfini par ces transitions technologiques. Alors, il a aussi évoqué le fait que, on dit souvent que maintenant les machines et les algorithmes sont suffisamment performants et que dans un certain nombre de mesures, ils sont plus performants que les humains pour prendre un certain nombre de décisions. Et prenez l'exemple de la discrimination. Alors,
Si on prend l'exemple dans les ressources humaines, il est possible de faire de la discrimination sur une analyse automatique de CV homme-femme. C'est-à-dire on prend les genres, par exemple dans les pronoms utilisés, dans la manière de s'exprimer, on peut sélectionner comme ça les hommes des femmes. Mais on peut aussi se dire que faire de la discrimination sur le genre ou le sexe, c'est pas tout à fait la politique de l'entreprise et on peut cocher la case, décocher la case discrimination sur le genre dans cette application. En fait, il se trouve que les algorithmes sont, enfin, s'ils sont programmés de cette manière-là, peuvent utiliser des proxys, des intermédiaires, si on veut, des critères intermédiaires pour le genre, c'est-à-dire vont plus se baser directement sur les pronoms, mais ils vont se baser sur, par exemple, la manière d'écrire, le nombre d'espaces, les retours à la ligne, qui peuvent être en fait discriminés selon le genre. Donc en fait, une fois que la discrimination est en place, il peut être assez difficile de revenir en arrière. Quelque chose qui a été pointé par quelqu'un qui travaille à l'OIT, qui est Imarani, c'est que en fait, il va y avoir pas mal de mouvements avec les transformations du digital. Il va y avoir, et il y a déjà pas mal de mouvements. En fait, vont être délocalisées dans les pays en voie de développement toutes les tâches qui sont à faible qualification. Elle donnait l'exemple notamment d'opérations qui consistaient simplement à cliquer sur des sites web pour augmenter le trafic sur ces sites web et augmenter la visibilité, par exemple. Ce type de tâche donc, est notamment délocalisé en Inde ou aux Philippines, par exemple. Alors, du point de vue des pays en développement, des transformations de ce type, en fait, sont vues d'un certain point de vue positivement, parce que ça crée de l'emploi et ça crée aussi des sources de revenus pour un certain nombre de gens qui étaient peut-être en mal de revenus. Mais ce qui a été pointé par un autre orateur, également de l'OIT, David Kucera, c'est qu'il y a aussi un risque de relocalisation avec l'automatisation dans les transformations du travail qui sont à venir. En fait, toutes les tâches qui ont été délocalisées et qui sont peu techniques, qui requièrent une main-d'œuvre peu spécialisée, un certain nombre de ces tâches pourront être faites en fait par notamment des automates ou des imprimantes 3D, et en fait, il n'y aura plus beaucoup d'intérêt à faire ces tâches-là loin des pays développés, puisque maintenant il ne restera plus que le coût du transport, et si on peut éliminer le coût du transport, ça peut également être une source d'économie et donc de rentabilité pour les entreprises. Donc l'idée est que peut-être toutes ces industries qui ont été délocalisées dans les pays en développement pourront être relocalisées dans les pays développés. Par exemple, on peut tout à fait fabriquer des t-shirts de manière complètement automatisée de nos jours, quoi. Alors tout ça, ça fait le lien avec un travail de prospective récent dont il a été beaucoup question ces derniers temps, qui a été fait par l'INRS, l'Institut national de recherche en sécurité en France. Un travail de prospection bien documenté, très intéressant, que je vous invite à voir, et qui aussi parle de cet avenir du travail, qui est une perspective très intéressante. Et je vais terminer en fait par un point qui me pose un peu question dans ce congrès-là. Ça m'apparaît assez évident. Il y a beaucoup de communications qui ont pour titre genre et travail. Et en fait, quand on assiste à la communication, en fait, ça ne parle pas du tout du genre, ça parle juste des femmes au travail. Alors, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas parler des femmes au travail, mais quand on prétend parler du genre, il ne faut pas que parler des femmes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut parler du mâle, cis, blanc, etc. Je ne suis pas du tout en train de parler de ça. Je pense en fait qu'il faut garder en tête l'idée que le genre est une dimension spectrale, quoi. C'est-à-dire il y a un spectre du genre. Ce n'est plus une notion dichotomique homme-femme, mâle-femelle. Il y a tout un entre-deux qu'on retrouve chez certaines personnes qu'on met dans cette espèce d'amalgame LGBTIQ+. Je pense aux intersexes, je pense aux trans, je pense aux queers. Et tous ces gens-là sont quand même assez exclus des travaux qui sont menés. Et aborder une notion de manière dichotomique ou de l'aborder comme un continuum, c'est quand même remettre en cause sérieusement des paradigmes dans notre façon d'appréhender les questions de genre au travail. Alors j'ai été un peu titillé, une auteure d'un livre qui a été présenté lors d'une session hier, et donc dans le livre, c'était Genre au travail. Je ne sais plus la fin du livre, et donc je me suis posé la question de savoir si j'allais acheter le livre. Et donc j'ai posé la question à l'auteur. Bon, très bien, vous avez beaucoup parlé des femmes au travail, et avez-vous des données sur les travailleurs trans? Rien du tout, rien du tout. Et ça, je pense qu'au XXIe siècle, ça n'est plus possible
de prétendre parler de la question du genre si à un moment de temps on ne s'intéresse pas à cette partie des travailleurs, des gens qui ont du mal à accéder au marché de l'emploi, qui sont plus discriminés que la moyenne et qui, au final, en fait, ont beaucoup plus de problèmes de santé mentale que les autres, beaucoup plus de taux de suicide, enfin bref, ça conduit à pas mal de problématiques. Je m'arrête là parce que donc, la session que je préside va commencer et je vous donne rendez-vous demain. Hello. Hi.